devrait pas tarder à se connecter. Donc, et je ferai une petite présentation sur l'industrie agro quand même. Hein. J'ai pas de slide, mais c'est juste pour se remettre un petit peu dans le contexte. Et puis après, on attendra avec impatience vos questions et avec Jérôme, on se fera un plaisir effectivement de répondre aux questions, si tant est qu'on puisse y répondre. Peut-être des questions très pointues. Dans ce cas-ci, on prendra note et on vous contactera si ça suit. Si on doit aller chercher des informations un petit peu plus précises. Alors, on est une trentaine de personnes connectées déjà, on va attendre un petit peu. Donc, on devrait finir vers 17h30, ça tout dépendra des questions. Donc, j'envoie un petit SMS à mon collègue, savoir s'il est connecté. Donc, Jérôme Durand. Donc, moi, je vais me présenter pendant ce temps-là. Donc, Olivier Thibonnet, moi, j'ai intégré l'entreprise EasyPest il y a 2 ans maintenant, en avril 2022. J'ai dépassé ma deuxième année. Et donc, j'ai 2 casquettes chez EasyPest. Hein. Donc, je réalise des formations, j'anime des formations et je réalise beaucoup d'audits en industrie sensible, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, mais pas que. Hein, les stockeurs de céréales, l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique, qui sont des milieux quand même normés et de plus en plus normés. Je pense qu'on l'évoquera effectivement pendant ce webinaire. Et donc, j'ai ouais, plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine et j'ai parcouru toute la France, effectivement effectué de nombreux audits sur des différents sites depuis le tout début de ma carrière. Euh, donc, j'ai surtout travaillé avec des grands groupes, hein, vous les connaissez, Danone, Cristallion, euh, Delifrance, Ducros. C'est des grands noms de l'industrie qui nous sollicitent pour des problématiques effectivement de rongeurs, d'insectes, mais pas que. La dimension, également les problématiques des oiseaux, doit être intégrée dans votre démarche. Ça, c'est important. C'est souvent sous-estimé, mais en audit, ça peut poser quelques problèmes. Donc, Jérôme Durand, qui présentera quand il arrivera. Voilà. Donc, le plus simple, c'est peut-être de poser les questions via le chat. Ça sera un peu plus simple. Et puis, on répondra tranquillement. On va attendre encore un petit peu. Voilà. Tout le monde n'est pas connecté, parce qu'on attend 80 personnes, je crois, à peu près, d'après ce qu'on a pour les inscriptions. Là, on est une trentaine actuellement de connectés, 32 pour être précis. Donc, bonjour à tous, ceux qui arrivent un petit peu en cours de route. Enfin, en attendant Jérôme, je vais faire une petite introduction sur les industries sensibles. Donc, effectivement, notamment un petit focus sur l'industrie agro, qui est quand même, pour rappel, ça dépend un petit peu des statistiques, mais globalement le deuxième employeur de France, quand même. Hein, il y a des régions très riches en industrie agro, je pense notamment à la région de Bretagne, donc qui nous sont effectivement sont normés maintenant. Hein. Vous avez vu effectivement au cours des années se mettre en place des référentiels, hein, qu'on appelle des référentiels de sécurité alimentaire. Donc IFS, BRC, vous avez aussi des référentiels anglo-saxons comme AIB, américain, qui est a priori un des référentiels les plus exigeants en termes de pest control. Et puis vous avez aussi Tesco, Marks Spencer. Et on a vu depuis quelques années effectivement aussi, euh, on doit intégrer voilà, les productions bio, hein, tout ce qui est produit bio, donc de plus en plus, et là vous verrez qu'on est un petit peu limité en termes de traitement insecticide, et on doit aussi intégrer de plus en plus euh, dans vos process et dans nos process, effectivement, la dimension de la souffrance animale qu'on doit intégrer. Donc là, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Je vais juste répondre. C'est peut-être Jérôme, je vous demande quelques instants. Voilà. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Donc ça, on a vu effectivement depuis une dizaine d'années. Donc, vous verrez au cours de ce webinaire que les exigences des référentiels, notamment pour le pest control, sont croissantes d'année en année en fonction des versions. Donc là, pour info, on est en version
BRC version 9 et IFS version 8. Je vais vous l'écrire, voilà, on est en version 9. Donc les versions évoluent, voilà, c'est des cycles de 2, 3 ans, 5 ans. IFS version 8, IFS Food en version 8, hein. Vous avez différentes versions d'IFS, hein. On a de l'IFS logistique, hein, voilà. Donc IFS en food, on est en version 8 et BRC, on est en version 9. Mais vous voyez, ça évolue avec de plus en plus d'exigences qui sont parfois compliquées pour le prestataire à y répondre parfaitement pour éviter les écarts lors des audits. Je vais essayer d'appeler Jérôme. Voilà, je m'inquiète, il est déjà 40. Vous pouvez commencer à poser vos questions par chat, hein. Et comment Jérôme se présente. Alors, bonne question. Thibaut. Alors, la version 8, non, n'impose pas d'audit annuel, c'est pas clairement écrit dans le référentiel, mais ouais, l'usage maintenant fait qu'effectivement, il faut proposer un audit, alors qu'on peut appeler audit de structure, audit pest control, audit pest management, peu importe, effectivement, euh, c'est un peu le standard maintenant. Alors que BRC, oui, c'est clairement écrit. BRC, par contre, la version de BRC, version 9, indique au minimum un audit par an. IFS, non, il y a pas, ça n'impose pas, mais IFS vous demande surtout un point important qui est exigeant, qui est très important, c'est, alors, j'ai en train de déverrouiller, c'est que la version 8, on vous demande une analyse de risque, et puis dans l'analyse de risque liée aux nuisibles, rongeurs, insectes, et puis la partie volatile à pas négliger, vous pouvez très bien écrire dans votre analyse de risque un minimum, un audit par an, c'est quand même quelque chose, une vraie plus-value dans le contrat. Mais il y a pas, c'est pas clairement, effectivement, ça n'impose pas. BRC, oui, c'est clairement écrit, on vous impose un audit par an au minimum, et vous avez deux référentiels qui vous imposent effectivement 4 audits par an, c'est Mark Spencer et puis Tesco. Donc un audit tous les trimestres. Donc, Tesco et Mark Spencer vous imposent effectivement un audit tous les trimestres, donc 4 par an. Je vais essayer de rappeler. Est-ce que Jérôme, tu es connecté? Oui, allô? D'accord, ok. D'accord, ok. Ok, bah écoute, connecte-toi avec le téléphone. Pas de souci. Ouais, ok. Ok, d'accord, entendu. Merci de l'info. Salut. Donc, c'est Jérôme, il a un petit souci technique, il ne pourra pas se connecter avec son ordinateur, donc il va se connecter avec son portable et il répondra. Oh, alors BRC, c'est British Retail Consortium, IFS International Food Standard. Voilà. IFS, c'est d'origine français-allemand, BRC, c'est anglais. Voilà. Alors, ça dépend de vos clients. Il y a des clients qui vont effectivement adopter l'un ou l'autre effectivement des référentiels, voire les deux, hein. Vous avez potentiellement pour avoir des clients qui ont un, deux, trois référentiels. Mais en fait, IFS, c'est quand vous êtes voilà, British Retail Consortium, effectivement, et normes alimentaires internationales pour Jonathan, c'est un de nos collègues qui nous a rejoint et qui participe aussi, effectivement. Merci Jonathan. Voilà. Donc IFS International Food Standard, donc qui est d'origine française et allemande. Donc on peut. Alors ces documents sont un peu fastidieux à lire, mais je vous engage effectivement, vous pouvez vous les procurer. Donc nous, on a fait une formation qu'on appelle la quali-sanitation sur 2 jours, où effectivement, on va balayer toutes les exigences hein, liées à ces référentiels et puis vous donner les armes pour y répondre. Et, notamment en termes de contrat et en termes de prestations, et surtout en termes de traçabilité. Hein, parce que globalement, tous ces référentiels demandent une traçabilité exhaustive et normée. Il faut vraiment tout noter, hein. Toutes les actions menées par le technicien, toutes les remarques et les recommandations doivent être notifiées dans les rapports d'intervention. Donc, en général, c'est la volonté. Donc, c'est IFS BRC, c'est sous en fait, c'est volontaire, il n'y a rien d'obligatoire.
Ce qui est obligatoire pour vos clients, c'est d'adopter ce qu'on appelle la démarche HACCP dans le paquet hygiène, puisque les industries agro font partie du périmètre du paquet hygiène, donc doivent adopter ce qu'on appelle la démarche HACCP, hein. Donc une démarche qui en fait évalue les points critiques, et puis en face de ces points critiques, on va essayer de mettre en place des actions correctives pour soit supprimer un risque, ou soit le minimiser, tout simplement. Donc, l'outil de IFS BRC, globalement, c'est la démarche HACCP. Donc, la plupart des industries agro, en général, ont un référentiel, voire deux, voire trois, voire quatre. Moi, j'ai quelques clients qui sont effectivement sous deux, trois, quatre référentiels. Alors, je vais répondre à la question d'Éric. Éric Gomez, qui nous a posé une question par écrit, je crois ce matin ou hier. Effectivement, il avait une problématique, tu me confirmes, j'ai vu ta réponse, une problématique d'infestation de tribolium dans des sacs, effectivement, de farine, non, de pas de farine, de poudre de lait. Ouais, si ma mémoire est bonne, j'ai relu effectivement ta demande. Donc, globalement, quand on a un produit, une matière première qui est infestée, on n'a pas beaucoup d'alternatives, en fait, hein. Voilà. En France, on ne peut pas traiter directement des denrées alimentaires avec des biocides, des insecticides. Donc là, il y a deux solutions. Bah, trois, globalement, c'est la fumigation au pH 3. Donc, pour tuer les insectes qui sont encore vivants en train de se développer dans le lait, donc faire un traitement, effectivement, fumigation au pH 3, en ayant effectivement, il faut que l'entreprise soit aussi, qu'elle ait un agrément fumigation, et puis que votre technicien soit effectivement bien habilité à utiliser ce gaz. Donc, ça, c'est la première technique, fumigation au pH 3. Ensuite, vous avez l'anoxie, hein. Vous pouvez, voilà, les produits contaminés, les installer dans une chambre d'anoxie, on va priver tout simplement les insectes d'oxygène, ils vont finir par mourir. La contrainte, le pH 3, c'est quelques jours de traitement. Bon. Pour le lait, on est obligé globalement, une fois que tu as traité, tu as quand même des insectes morts. Donc là, c'est une décision qui va être prise effectivement par le responsable qualité. Soit ils sont en capacité de séparer les insectes morts de la poudre de lait, hein. Il y a peut-être dans leur process des systèmes de filtration. Ou si ce n'est pas le cas, c'est effectivement, tu es obligé de jeter la denrée infestée, hein. Et la troisième technique, c'est éventuellement la congélation, qui est un peu compliquée parce que pour la poudre de lait, je pense que c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est le travail du responsable qualité. Donc à notre niveau, c'est de proposer soit de l'anoxie ou de la fumigation au pH 3. Alors, quel risque ou sanction pour le client? Alors effectivement, la sanction, c'est tout simplement, effectivement, dans les référentiels, Thibaut, bonne question, les référentiels, que ce soit IFS ou BRC, hein, ils imposent que sur le site, l'entreprise, votre client est un référent pest control, un référent nuisible, en capacité voilà, de gérer un petit peu la partie nuisible, de suivre son prestataire, de mettre en place un certain nombre d'actions correctives simples. Voilà, bah, il faut qu'il ait une formation, s'il n'est pas. Donc, il dit formation, dit attestation de formation. Donc, on propose aussi un module de sensibilisation qu'on appelle l'IFS ou BRC pour les entreprises, sur une demi-journée, hein. Ils aient un minimum de connaissances sur les nuisibles, insectes, oiseaux et rongeurs. Et puis, donc la sanction en général, c'est souvent un écart mineur. Voilà. Voilà, le leader va demander deux questions. Est-ce que vous avez un référent, plusieurs référents sur le site? Ont-ils été formés? Voilà, si vous répondez oui, il faut être en capacité de fournir une attestation de formation. Non, non, pas à ce niveau-là. Non, non, je ne pense pas à la sanction, la perte de certification pour une absence de formation. Non, non, ça sera sûrement un écart mineur, voire sérieux. Donc un écart, hein. Tous ces référentiels, quand vous avez un écart qui est notifié par l'auditeur, vous avez un certain laps de temps en fonction de l'écart, quelques semaines, quelques mois, pour lever l'écart. Donc si vous n'avez pas le client n'a pas fait de formation, bah, il peut en faire une et se procurer une attestation de formation et de fournir les documents ensuite à l'auditeur pour lever l'écart. Alors, Nadia, alors c'est compliqué, la fumigation pH 3, voilà. En général, oui, c'est un écart mineur à lever par le client qui peut être assez simple, hein, tout simplement. Vous pouvez lever une non-conformité liée à une absence de formation, ou vous inscrivez la personne à une formation.
chez nous, par exemple, et puis on vous fournit la convocation, vous pouvez déjà envoyer ce document et l'auditeur, il a la preuve que la personne est bien inscrite à une session de formation ou de sensibilisation. Voilà. Le pH3, c'est un gaz. C'est un gaz, non pas forcément très connu, un gaz qui a la propriété, voilà, de traiter tous les insectes dans un espace donné. Là, donc c'est des gaz, il faut être bien formé, hein, le technicien, il faut qu'il soit effectivement bien formé à cette manipulation des gaz qui sont quand même dangereux. Mais c'est un gaz toxique, effectivement, mortel pour l'être humain ou aussi pour les insectes. Donc après, l'utilisation requiert beaucoup de, comment dire, de sécurité. Mais c'est des techniques qui sont souvent employées dans le monde voilà, des stockeurs de céréales. Alors, vous avez effectivement des stocks de céréales plus ou moins fortement infestés avec des insectes, des produits stockés. On va procéder à effectivement une fumigation. Donc l'avantage de la fumigation au pH 3, c'est effectivement que vous faites le point zéro quand elle est bien réalisée, hein. Vous allez tuer tous les insectes à tous les stades. Les œufs, les nymphes, les larves et les adultes. Voilà. Est-ce qu'il faut une clause spécifique? Oui, pour le pH 3, oui, oui, de toute façon, il vous faut, effectivement, faut prévenir votre assureur, hein, que vous manipulez des gaz. Oui, en général, ça suppose un certain nombre de garanties. Et surtout de la formation et des EPI adaptés, hein. Et donc, le gaz, il se présente effectivement, comme l'écrit Jérôme, sous deux formes, soit sous plaquette ou pilule de 3 grammes ou 1 gramme en fonction voilà, de l'utilisation. Formation chez Easy, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, un point important, il faut le phyto. Oui, parce que là, vous traitez effectivement, on est plutôt dans le périmètre phyto, hein. Si vous traitez des céréales, vous êtes sur le périmètre phyto. Alors, c'est référentiel, souci, si vous suivez nos formations, voilà, effectivement, on est capable de vous fournir les référentiels. Autrement, il faut les acheter, malheureusement, les référentiels. Si vous voulez vous procurer en totalité les documents officiels, vous passez par des organismes comme Veritas, hein, qui vont vous les vendre, hein. C'est quand même pas donné, c'est entre 200 et 400 euros en fonction des référentiels. Certains sont en anglais, d'autres sont en langue française. Tout dépend des référentiels. Alors, l'attestation IFS pour un client a une durée de 3 ans, où il n'y a pas de précision de temps dans le référentiel. Non, dans le référentiel, par rapport à cette formation de sensibilisation, voilà, on considère que 3 ans, c'est bien. Mais dans le référentiel, il n'y a pas de mémoire, hein, je l'ai relu encore avant-hier, d'indication sur cette notion de voilà, 3 ans ou 5 ans. Alors pourquoi on dit 3 ans? Parce que voilà, c'est mise à jour des connaissances et puis aussi l'évolution réglementaire qui quand même, depuis quelques années, il faut se mettre un petit peu à la page. Donc un cycle de 3 ans, c'est quand même pas mal. Mais dans le référentiel, on n'a pas de données sur le critère-là, là. Alors, il y a deux choses. Jonathan pose une bonne question. Oui, il y a deux certifications pour les techniciens. Vous avez la certification pour fumigation taupe. Alors après, on parle de fumigation des denrées ou des locaux. Là, c'est une autre certification. Euh, Vous avez voilà, deux habilitations. Effectivement, fumigation pH 3 pour les taupes et une autre pour les denrées ou les locaux. Donc, dans le cas d'Eric, problématique de tribolium qui a infesté effectivement du lait, vous êtes dans le périmètre voilà, fumigation des denrées et des locaux. Le délai de sortie après une fumigation, alors là, voilà, tout à fait. Les délais, il faut s'assurer qu'on n'ait plus de gaz dans la zone, aérer, faire des mesures de gaz et rendre les locaux effectivement à disposition pour votre client. Donc là, ça dépend en fait de la typologie des bâtiments. Voilà. La phase de dégazage, elle est variable en fonction de la typologie des bâtiments et un certain nombre de critères. Voilà, le temps, la pression atmosphérique, tout ça. Oui. Oui, Eric, je confirme, si tu n'es pas équipé de pays, alors, si tu inhales ces gaz, ça se passe pas très bien. Oui, c'est
très toxiques, hein. Vous avez voilà, le, le fameux pictogramme avec la tête de mort sur ces produits-là. Avec les EPI adéquats, il n'y a pas de souci. Sans EPI, c'est quand même, on a des risques énormes. Donc, on voulait aussi, un point important, c'est la traçabilité, hein. Tous ces référentiels, IFS, Tesco, BRC, Marks et Spencer, effectivement, on vous demande énormément de traçabilité. Donc, effectivement, il faut que votre technicien soit en capacité de rendre des rapports les plus complets possibles, hein. La traçabilité des produits biocides, hein, bien indiqué sur les rapports, quantité de produits non commerciaux et le numéro de lot, voilà, il y a un minimum, hein. Vous devez également, voilà, toutes les actions menées sur les postes d'appâtage où les pièges doivent être notifiés. Voilà, il faut des rapports avec des checklists, et que chaque poste soit bien contrôlé euh, avec son état, le niveau de, le niveau de capture, le niveau de consommation. Et effectivement, on a des logiciels qui prévoient la traçabilité, voilà, des logiciels qui permettent aux techniciens de collecter des données en temps réel sur le terrain avec un smartphone ou une tablette. Et ça permet de générer des rapports complets qui, qui permettront effectivement à votre client de présenter ses rapports complets à l'auditeur et d'éviter des écarts mineurs. Alors, Jérôme me demande, oui, effectivement, je vais activer. Jérôme me demande ton microphone. C'est bon, Jérôme, excuse-moi, j'avais pas, voilà, j'étais pris dans les questions. Donc, Jérôme, tu as effectivement ton micro qui est activé. Super, merci et désolé à tout le monde pour le retard et le problème de connexion. Désolé. Voilà. Bah, Jérôme, si tu veux te présenter en 3 secondes, je pense que tout le monde, Oui, il y a bien un certain nombre sûr, de personnes qui te connaissent, mais pas tout le monde. Et bien puis, sûr, bien entendu. on Donc, continuera. Jérôme, Oui, formateur, auditeur, accompagnement technique pour EasyPest. J'étais dans la 3D donc avec Olivier Thibonnet et Nicolas Didige pendant 26 ans, tout simplement. Donc, technicien, chef d'équipe, responsable technique et expert métier sur les 3 dernières années. Donc, ISS qui était devenu Sapient. Beaucoup d'industries agroalimentaires et pharma, que ce soit sur le terrain, que ce soit en audit ou, on va dire, en conseiller clientèle, voire potentiellement vente. Donc voilà, beaucoup d'expérience sur le terrain et j'ai eu la chance d'être formé par Olivier il y a un petit peu plus de 25 ans en arrière sur le métier, tout d'accord. simplement. Il y a une question très intéressante, je suis en train d'y répondre. Effectivement, Thibaut qui pose une question sur la traçabilité. Voilà, en fait, maintenant, tous les référentiels, hein, vous les prenez tous, on vous demande un comptage précis. Voilà, un comptage, que ce soit les rongeurs. Alors, il faut être en capacité d'identifier effectivement les rongeurs capturés, le nombre. Idem pour les pièges à insectes et surtout sur les DUV, puisqu'on vous demande tous ces référentiels, maintenant, on vous demande des analyses de tendance. Donc, il faut rentrer des valeurs dans un système qui vous permettra de dégager des courbes de tendance. Donc, la réponse, est-ce qu'il faut identifier les insectes? Oui. Donc, un bon niveau d'expertise de vos techniciens qui vont intervenir sur ces milieux normés. Effectivement, il faut être capable d'identifier et de faire la différence entre une blatte américaine et une blatte germanique, entre un mulot et une souris. C'est pas tout à fait la même problématique. Ça, et plus il y a des données fiables et précises, et plus on peut dégager des analyses de tendance ou des courbes de tendance qui sont un peu plus précises et exploitables. Ça, c'est vraiment important. Pour revenir sur ce que nous a noté Fabien Richard dans le chat, oui, en effet, tout ce qu'on appelle fruits à coque, il va y avoir une problématique en fait de désorption tout simplement du gaz toxique. Donc, en fonction, on va dire, de ce qui est utilisé, notamment le pH 3, il va falloir attendre, en fait, avant de pouvoir réutiliser la matière première. Ce qu'on appelle les fruits à coque vont désorber, en fait, le pH 3 pendant un certain laps de temps. Donc, en fonction des fruits à coque, ils devront être immobilisés le temps de la désorption avant la Mm. réutilisation des matières premières. Voilà. Phénomène, oui, un peu compliqué à désorption, mais voilà, quand on maîtrise, voilà, il y a des produits, effectivement, il y a pas mal de matières grasses qui dessorbent un peu plus lentement. Donc, il faut rallonger le temps de dégazage, tout simplement. Donc oui, là, donc la traçabilité, c'est important, les rapports complets, c'est important, la traçabilité des biocides, c'est important. Et un point fondamental, c'est voilà, c'est de bien que le technicien notifie, voilà, trace toutes ses actions, ses recommandations. Alors maintenant, on peut prendre des photos, c'est un peu plus facile, mais ça, c'est fondamental, hein. Si, on imagine bien si un auditeur voilà, réalise, parce que les auditeurs maintenant IFS BRC, c'était il y a encore une dizaine d'années, c'était beaucoup d'audits plutôt papier, un documentaire. Voilà, maintenant ils vont sur le terrain, ils ont le temps d'aller sur le terrain, hein, effectivement.
Ils ont le temps d'aller sur le terrain et effectivement d'identifier les problèmes. Et si on a des rapports où il n'y a rien, ça peut provoquer des écarts. Il y a des auditeurs qui mettent des écarts, alors pas majeurs, hein, parce que dans les rapports, il y a pas de recommandation. Il faut noter quand même un minimum d'informations sur les rapports. Pour revenir aussi à l'interrogation de Guillaume demandant s'il y avait des seuils critiques pour les référentiels ou c'est en rapport avec l'analyse de risque, en fait, non, c'est pas ça. C'est en fonction des matières premières qu'on va retrouver sur les sites, vous devez avoir dans votre outil de traçabilité des seuils critiques par espèce. Et c'est ce qui va engendrer en fait des actions correctives, en tout cas des actions à mener sur le terrain. Hein, mais ça, c'est vraiment, on va dire, lié à l'outil de traçabilité qui est utilisé. Vous devez avoir des seuils critiques agrémentés obligatoirement qui vont permettre en fait par, on va dire, codification couleur notamment, de déterminer Oui. les zones où on a des problèmes et vont en découler des actions correctives, tout simplement. Mais ça ne sera jamais lié au référentiel. Le référentiel ne dira pas, il vous impose, admettons, un maximum de X ouvrières par piège. Olive, on avait aussi une question sur le comptage des par espèce 5 drosophiles dipsychode. Donc c'est l'essence même pour laquelle les DEIV les DEIV électriques sont pas utilisables à résistance électrique sont pas Oui, utilisables. En gros, il faut des plaques de glu derrière les lampes mieux. UV pour pouvoir effectivement faire ce qu'on peut appeler d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre une courbe de tendance pour détecter le nombre d'espèces d'insectes et le nombre d'individus par espèce. Ça, c'est obligatoire. Alors, qui valide les seuils? Alors, je dirais, c'est plutôt une petite réunion avec le responsable qualité. On peut en débattre, hein. Vous pouvez très bien, dans votre entreprise, comment dire, mettre en place des seuils standards et puis voir avec le client si ça lui convient. Là, il y a des clients qui peuvent avoir des exigences un peu plus élevées que les vôtres. Et puis, une fois que c'est fixé, ben, bien coordonner effectivement ces points de vue. Donc là, c'est plutôt une réunion de travail avec le responsable qualité. Vous partez sur des seuils standards qui sont connus dans la profession et puis vous affinez en fonction du risque, hein. Effectivement, s'il y a des clients qui sont très sensibles aux IPS, bah, peut-être abaisser ces seuils. Mais c'est souvent, on peut les valider avec le client. C'est plutôt une bonne approche. Pour apporter une petite précision aussi sur les seuils critiques, sur un seul et même site, vous pouvez avoir des seuils critiques différenciants, notamment au niveau des 2 IV, en fonction des zones sur le site. C'est-à-dire qu'une zone de réception de matières premières, potentiellement, avec des portes de quai qui peuvent rester ouvertes pendant, on va dire, le moment de la Mm. logistique, on peut se permettre d'avoir des seuils critiques plus importants que dans des zones ultra sensibles, type fabrication et conditionnement. Donc, sur un seul et même site, on peut avoir des seuils critiques différenciants sur les mêmes dispositifs, on va dire, de monitoring ou de Oui. capture d'insectes volants. Mais c'est des choses qu'on voit, oui, certains auditeurs demandent ça, effectivement, sur les 2 UV, d'avoir deux seuils critiques, les 2 UV qui sont en périphérie, qui vont capter les insectes qui rentrent au niveau des quais ou des portes ouvertes. Et donc là, on peut avoir un seuil un peu plus élevé, alors que dans les zones où on ne veut pas d'insectes, zone de production, salle blanche, donc on peut abaisser le seuil. Voilà. Et les seuils, c'est fait pour éviter les dérives, hein, c'est pour alerter le technicien, voilà, et éviter une catastrophe ou une infestation majeure. C'est pas pour vous embêter, c'est pour anticiper surtout. Les seuils, bah, tu peux partir de l'historique aussi. Dans les seuils, on peut intégrer l'historique, ça dépend des sites, hein. On imagine que sur un silo, on a énormément de rongeurs, on va avoir des taux de capture élevés, alors que dans une industrie pharma, on a des sas partout, hein, avec des bâtiments plutôt bien entretenus et quand même quasi étanches. Effectivement, on ne met pas les mêmes seuils, hein. Donc, part de l'historique, si tu as un peu d'historique, tu peux commencer par ce travail, par se baser sur l'historique. Effectivement, si tu captures voilà, très régulièrement des rongeurs, si tu te mets à 1 alors que tu en captures très régulièrement, tu vas mettre ton seuil à 2, 3, 4. Alors, on parle de seuil par piège et par mois. Voilà, en général, maintenant, vous savez que le standard en agro, c'est plutôt un passage mensuel. Donc, ces seuils sont souvent, on les, voilà, ils sont notifiés pour un mois et par dispositif. C'est un travail de réflexion sur tous les seuils, hein, je dirais. Voilà, si tu prends en compte l'historique, tu connais un peu ton client, tu connais l'état des bâtiments, tu peux commencer à travailler là-dessus. Donc, après, on vous invite à suivre. Voilà, on a une formation qui s'appelle la quali-sanitation. Effectivement, on parle beaucoup des seuils. On vous propose des seuils de standard sur lesquels vous pouvez commencer à travailler. Et après, on affine en fonction du client, la sensibilité. Voilà.
ou l'exigence de, effectivement, certains auditeurs pour vous imposer des seuils, mais c'est rare, hein. C'est surtout sur les deux IV, ils vont jamais vous imposer un seuil, mais voilà, par exemple, on voudrait deux seuils différents en fonction de l'emplacement des deux IV. Et c'est à vous de choisir, est-ce que je mets du 500, du 1000, une capture par mois par piège. J'ai jamais vu effectivement, d'auditeur d'imposer, à part AIB parfois sur voilà, les auditeurs AIB sur la partie dans les chocolateries, ils avaient tendance à mettre des seuils très très bas sur les pièges à taille. Voilà. En général, dans les chocolateries industrielles, on a toujours un petit peu de pyrale. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Donc la traça important, la rigueur est important. Voilà. Effectivement, là, le technicien, il doit contrôler tous les dispositifs prévus au contrat. Et puis insister sur la partie recommandation, puisque maintenant la version 9 de BRC et la version 8, voilà, impose à votre client de prendre en compte vos remarques et de faire de mener voilà, les actions correctives, les travaux d'étanchéité, le nettoyage. Donc ça maintenant, voilà, l'auditeur va vérifier tout ça. Il challenge un petit Si je peu peux me votre client permettre, sur la partie conseil. Oui, je t'écoute, Jérôme. N'oubliez pas, comme vous précise Olivier, sur tout ce qui est partie conseil, recommandation, d'agrémenter des photos, en fait. Ça Hmm, va permettre, en fait, d'avoir des actions précises à faire mener certainement par le client et de pouvoir clôturer les actions. Et ça va plaire aux auditeurs. Hein, mais hmm. être force de conseil et de recommandation, c'est au jour d'aujourd'hui ce qui est attendu à minima dans le domaine de l'industrie. Parce que si on lit bien les référentiels, on parle de lutte intégrée hein, à chaque fois. D'ailleurs, c'est en corrélation avec, si vous êtes dans une démarche SHEPA, on vous demande de la lutte intégrée, donc du conseil, du proofing, avant d'attaquer, voilà, de mettre en place des actions correctives avec de la chimie. Voilà, les concepts sont intégrés maintenant dans ces référentiels, hein, on appelle IPM, Integrated Pest Management, la lutte intégrée en français. Ça, c'est important. Et puis, euh, un point important, certains de vos clients peut-être hein, sont sous le régime inopiné. Voilà. Donc ce régime-là, en fait, vous avez une plage, le client, voilà, l'auditeur peut passer voilà, je prends un exemple, du 1er février au 31 décembre, là, je peux venir à n'importe quel moment sur votre site pour réaliser l'audit. Donc l'audit n'est pas programmé, voilà. Ça s'appelle le régime inopiné. Et donc ça met un peu sous pression votre responsable qualité, ça met un peu sous pression le client et ça met un peu sous pression le PCO. Ça veut dire que le PCO, voilà, il doit être irréprochable tout au long de l'année, mais plus, plus particulièrement pendant cette période. Alors, En sachant que dans un un premier dernier. temps, quand un site veut être sous un référentiel, les 2 premières années, il va y avoir des dates qui vont être données de la part de l'auditeur certificateur qui va Oui, se déplacer sur site. Et comme vous l'a dit Olivier, en fait, à partir de la 3e année, potentiellement, on est sur de l'audit inopiné en termes de dates. voilà. Et là, voilà, c'est pour s'assurer que le client maîtrise tous ses process. On ne réalise pas un petit peu de bachotage hein, quand on a des dates programmées. Voilà. On nettoie l'usine 2 jours avant, on enlève les tôles d'araignée. Voilà. Grand classique, hein. Donc, rigueur, traçabilité et conseil. C'est vraiment la. Mais ça a mis un peu en lumière ces référentiels, un peu la noblesse de notre métier. On n'est pas là pour contrôler que des pièges, hein. C'est le conseil avant tout, pour éviter les intrusions de nuisibles ou leur prolifération, hein. Si on est un petit peu malin, on peut rêver quand même des résultats quand même peut être très efficace. Voilà. Et c'est quand même la partie noble du métier, le conseil. Alors, je vois que certaines personnes là, sont en train d'écrire, donc certainement nous poser des questions. On va avoir plein de Le point questions qui important, vont oui, arriver c'est là. aussi. Ouais. Voilà, qui vont arriver, c'est donc là, c'est d'avoir, alors si vous avez encore on va dire un classeur de traçabilité chez vos clients en format papier, donc là, effectivement, il faut être honnête, hein, l'auditeur passe quand même un petit peu de temps sur la partie documentaire, donc c'est dans un premier temps d'avoir au moins sur le plan documentaire, avoir un truc irréprochable, hein. Alors un grand classique, on fournit les certificats aussi des techniciens, mais ils ne sont pas signés, donc ça maintenant c'est un écart.
hein, les fiches techniques, les fiches de données de sécurité des produits que vous utilisez sur le site, l'assurance, hein, effectivement, des procédures si vous avez mis en place des procédures. Donc il faut être irréprochable sur le plan documentaire. Alors oui, il y a des auditeurs maintenant, s'il n'y a pas de remarques, hein, qui peuvent effectivement notifier un écart, donc un écart mineur pour absence ou manquement, effectivement, euh, aux remarques, aux recommandations et aux conseils, puisque d'ailleurs dans les contrats de sanitation, en général, quand même, le prestataire s'engage à faire des conseils, hein, liés à l'étanchéité, vous connaissez tout ça. Donc voilà, donc ça c'est sur cette base-là qu'il peut effectivement mettre un écart. Pas majeur pour l'instant, plutôt mineur, ou des recommandations, voilà. Il faut inciter vos techniciens à effectivement tracer leurs conseils et Ouais, leurs remarques. Ça, c'est important. pour revenir un peu plus précisément sur la question de Guillaume, en fait, c'était si le client ne menait rien en termes d'action sur les conseils qui étaient Ah, donnés de la part du PCO. ah ben là, oui, 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 en oui, effet, oui, là, Guillaume, oui. c'est en fait, Guillaume, s'il y a des, on va dire, si toi-même tu vas faire en fait un audit de la prestation, un audit du site, en fonction des remarques et recos que tu auras mis dans l'audit, hein, de ta prestation, potentiellement, ça c'est un document que l'auditeur certificateur va demander. Et il va regarder en fait les actions à mener par le prestataire dans un premier temps. Donc, il va vérifier que les actions à mener auront été effectuées par le prestataire. Et bien évidemment, si le client a des choses à mettre en place, en effet, il va demander, hein, puisqu'il va y avoir des dates de clôture, hein, à renseigner, notamment au Mm, niveau des rapports de l'audit qui aura été effectué par le prestataire. Et en effet, le client se doit de mener ces actions-là. mm, Si les actions ne sont pas menées, l'auditeur peut très bien mettre, hein, des non-conformités mineures et en tout cas demander des explications au client sur le pourquoi du comment il n'a pas en fait clôturé les actions qui avaient été demandées. oui. Je confirme les dires, hein. Oui, oui, j'ai eu une discussion avec un auditeur il y a quelques semaines. Effectivement, c'était exactement le propos de Jérôme. Et il veut surtout pas entendre la réponse de très nombreux clients. On n'a pas eu le temps. Non, non. Si on vous demande de mettre une bavette sur une porte, ça prend pas 6 mois, quoi. Voilà, donc, réaliser les prestations, les recommandations soit du technicien, soit de l'auditeur qui vient sur site, effectivement, aussi essayer de respecter les délais quand même. Alors, si tu peux nous apporter un peu des précisions, Guillaume, en fait, sur le type de remarques que tu fais dans les 70% qui ne sont pas réalisées par le client? Et en attendant, merci Alexis pour ton petit Oui. retour sur la qualité de la formation Quali Sanitation. Merci. Et il profite pour te faire un petit coucou, Alexis. Ouais. En fait, là, je pense que les auditeurs veulent maintenant un petit peu challenger leurs clients. Ben, le responsable qualité ou le site, effectivement, qui est un petit peu défectueux, hein, ou un petit peu défaillant sur la partie, effectivement, il y a des travaux à faire. Euh, c'est un peu bête de venir sur un site, faire un audit et puis de ne pas en tenir compte. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Et c'est un peu dans l'esprit de l'auditeur. Donc, effectivement, ça ne va pas déboucher sur un écart majeur. Enfin, il y aura pas à moins qu'il y ait quand même un risque important. Si vous avez un problème d'étanchéité et qu'on a des intrusions de rats avec des contaminations, voilà, avec des bactéries un petit peu indésirables en industrie agro, l'écart mineur peut peut-être se transformer en écart majeur si vraiment la cause des intrusions de rongeurs, c'est un défaut d'étanchéité. Hein, les auditeurs ne sont pas tout à fait débiles, hein, quand même, hein. Non. Alors après, sur des petits Eh travaux ben, plus. ce que vient de vous expliquer Olivier, du coup, bah, ça correspond un petit peu, tu vois, Guillaume, par rapport à ce que Mm, tu nous as notifié sur les 70% potentiellement des demandes d'action qui ne sont pas effectuées. Si dans la zone concernée, en fait, il ne s'est rien passé, potentiellement, peut-être que l'auditeur peut faire abstraction des remarques. Ça veut dire que toi, tu as mm, peut-être conseillé de reboucher des trous ou des zones, on va dire, de refuge ou de nidification. S'il ne s'est rien passé dans ces zones-là pendant un an, bon, pourquoi pas, l'auditeur peut passer outre. Si par contre, on a des problématiques avérées dans ces zones-là et que le client n'a pas fait les travaux qui ont été demandés de ta part, là mm, par contre, l'auditeur va demander des explications au client, tout simplement. mm. Oui. Après, ça n'a pas été fait, donc effectivement, il faut avoir quelques arguments pour pas se prendre une non-conformité. Après, ça peut être des problèmes de budget ou de personnel, mais voilà, on peut l'entendre. On demande souvent des choses assez simples.
Donc, traçabilité, rigueur, expertise, et puis la partie documentaire qui est importante. Si vous commencez à accumuler les non-conformités pour des FDS pas à jour ou absentes, donc, absence de certi biocide, voilà, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est important de bien vérifier la partie documentaire. Et surtout, je serais tenté de dire, qu'est-ce qui se passe si l'auditeur, la base documentaire, c'est ce qu'il va regarder en premier, hein. Si au niveau de Mm, la base documentaire, déjà, il y a des choses qui sont pas à jour, ou du moins, il y a des mm, documents manquants, là, on peut se dire que l'auditeur, il va aller pousser le curseur un petit peu plus loin sur la prestation qui est réalisée sur le site. Donc, oui. je dirais, ça commence déjà mal au niveau de l'audit pest control, tout simplement. Ouais. Et les plans à jour, important. Hein, il y a beaucoup d'auditeurs qui demandent le plan d'implantation des pièges, rongeurs insectes DUV, et comme il va maintenant quand même, il passe un peu de temps sur le terrain, bah, il contrôle un petit peu au hasard des postes, hein. Tiens, est-ce que le poste numéro 10 il est bien à l'emplacement? Tiens, c'est bizarre, je ne le trouve pas. Les postes provisoires aussi, attention. Hein, essayez de tracer vos postes provisoires ou un minimum d'avoir un plan, une petite checklist, parce que ouais, on les met, on les enlève, ça peut être un peu problématique. Donc vraiment de la rigueur. D'ailleurs, je me permets d'insister sur ce que vient de vous dire Olivier. Si pour une raison X ou Y, hein, la solution alternative n'aura pas résolu une problématique de rongeur à un moment donné et que du coup, vous décidez de passer en AVK avec le respect de la réglementation, bien évidemment, on se devra en fait de notifier, donc c'est-à-dire de faire une photocopie du plan existant. Si on a rajouté du poste supplémentaire, de venir notifier où les postes supplémentaires auront été installés. Oui, On va mettre la date sur le plan à laquelle on aura mis les AVK en place et surtout, on viendra mettre la date à laquelle on aura retiré les AVK. Ça fera foi, ça restera dans le classeur de sanitation, dans le dossier. Ça permettra d'avoir un suivi vraiment régulier. Et grâce à ça, l'auditeur ne pourra pas faire de remarques ou en tout cas ne pas mettre de non-conformité par rapport à la prestation. je rebondis sur les propos de Jérôme, puisque dans la partie pest control, que ce soit IFS, BRC, on vous demande de respecter la réglementation du pays en vigueur. Donc on est en France, donc effectivement, de bien utiliser des AMM avec des produits, avec des AMM françaises, hein, de bien respecter les dosages, hein, puis de respecter les contraintes liées à l'interdiction d'abattage permanent. Donc un diagnostic initial, voilà, un contrôle toutes les semaines des postes. Au bout de 35 jours, on fait un diagnostic de suivi. Ça, c'est important. Les auditeurs maintenant commencent à contrôler ça, hein. On a mis des AVK, est-ce que les postes ont été bien contrôlés toutes les semaines pendant cette période-là? Alors, pour répondre à Calvin, du coup, AVK, c'est anti-vitamine K, c'est ce que l'on appelle les anticoagulants, hein. Donc, Oui, c'est potentiellement les produits, que ce soit bloc, que ce soit pâte, que tu vas pouvoir mettre en place, qui vont te permettre de créer en fait une mort lente par hémorragie interne en fait du rongeur. Et tout ça, c'est réglementé. alors, quand on peut utiliser une application pour faire l'audit, comment on leur fait des contrôles, c'est-à-dire nous imprimer les rapports et les joindre au classement au client. J'essaie de Tu veux comprendre dire la en fait, question. Magali, que tu es en fait sur un support 100% dématérialisé au vu de ton application. Par contre, je pense du coup que quand le technicien va clôturer son intervention, le client va avoir, lui, en fait, accès tout simplement aux données et soit c'est à lui, on va dire, de les télécharger, de les imprimer s'il le veut, ou de les garder en enregistrement dématérialisé. Oui, Par contre, il se devra de montrer, en fait, les différents rapports qui auront été effectués sur les passages. Donc ça, c'est d'un oui, commun accord avec ton client, voilà. Magali. Soit il le garde 100% dématérialisé sur son ordinateur, hein, il enregistre les pièces jointes au fur et à mesure des rapports, ou alors il les imprime et il les met dans un Voilà. classeur de sanitation en version Donc, papier. effectivement, BRC, c'est écrit, hein, on peut avoir un outil dématérialisé, il n'y a aucun souci. En fait, il faut que voilà, votre client puisse présenter les documents, les rapports, donc soit sous format électronique ou sous format papier. Et si on peut se passer d'imprimer, voilà, il y a des clients qui maîtrisent. Ouais. Donc, IFS, il y a pas d'exigence là-dessus, dématérialisé au papier, il n'y a pas d'exigence pour l'instant. BRC, c'est clairement écrit. L'outil dématérialisé est tout à fait validé. Alors, une Presta 3D en France, mes clients industrie à l'étranger. Globalement, non, tu peux très bien avoir un client en Belgique qui fait de l'IFS et on doit répondre aux exigences IFS. Alors après, je ne suis pas un spécialiste. En Europe, je pense qu'on a quand même
ces référentiels, on les trouve partout en Europe. Après, dans d'autres continents, un peu à vérifier. Mais tu dois répondre de façon aux exigences de la norme que ton client, effectivement, a décidé d'adopter. Donc, une des premières questions pour les commerciaux, c'est de poser la question, vous êtes sous quel référentiel? Voilà. Est-ce que vous avez des normes? Est-ce que vous avez des contraintes aussi ou des exigences en interne? Je pense surtout à la souffrance animale, hein. Voilà. Non, c'est la réglementation du pays où le site est implanté. Voilà. Et après, Je pense qu'on il applique peut la se passer des réglementation cas de figure, française. comme vous dit Olivier, où on peut retrouver des restrictions supplémentaires. Ça veut dire que, en effet, on va respecter la réglementation, on va dire, hein, par rapport au pays où est située Mmh, l'industrie. Il se peut qu'ils viennent vous rajouter, en fait, des clauses particulières qui sont supplémentaires, on va dire, au mmh. référentiel qui est en place. Ça peut arriver très régulièrement. Oui, ça peut. Et puis, vous pouvez avoir aussi des exigences sites et des exigences groupes, hein. Voilà, il y a des groupes comme Danone qui imposent la plaque de glu, ils n'en veulent plus quasiment. Voilà, et la souffrance animale, l'intégrer parce qu'ils sont dans une démarche RSE. Voilà, respect de la biodiversité. Donc, quand on écrit respect de la biodiversité, c'est vrai que de mettre des abeilles à l'extérieur, ça peut être un peu limite. Voilà. Donc, bien échanger avec votre client, hein, voilà, sur le plan exigence effectivement liée au référentiel, mais le client peut avoir ses propres exigences. Notamment, je pense à la souffrance animale qui est maintenant de plus en plus évoquée, effectivement. Et on doit tenir compte de nos procédures et de nos méthodes de traitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça défile. Ah, ouais. Hmm. Les fameux DUVL. Je vois que tout le monde se pose la question. Moi, je vais répondre de mon côté parce que j'ai un petit peu d'expérience, mais Jérôme complétera. Globalement, si on regarde un petit peu les résultats, je dirais que sur les insectes des types mouches, on est à peu près similaire en taux de capture. D'ailleurs, les essais qui ont été faits en laboratoire n'ont été faits que comparer la LED au tube classique, ça a été fait juste sur la mouche domestique, hein, Musca domestica. C'est quasiment équivalent. On a 1 ou 2% d'écart en taux de capture. Donc c'est pas significatif. Et puis aussi, on peut dire que le LED capture un petit peu plus rapidement. Voilà. Alors après, on n'a pas assez de recul puisque on n'a pas des essais en laboratoire sur les moucherons notamment ou les guêpes frelons. Donc là, il faut attendre un petit peu, hein, on a un petit peu d'historique pour pouvoir comparer voilà, le LED effectivement. Alors, il y a eu un petit souci sur les premières LED de fiabilité. Voilà, il y a une première fabrication là, sur les premiers dispositifs qui ont été installés. Les tubes n'ont pas duré très très longtemps, mais c'est a priori résolu. C'est une petite erreur de jeunesse, mais voilà. Ça c'est mon expérience. Je ne sais pas si toi, de ton côté, Jérôme, tu as Oui, ce même retour. je vais vous faire un petit retour. En fait, j'ai eu la chance de faire des audits sur des sites où il y a eu la bascule de fait, hein, soit en termes de relamping. Mhm. Donc, le relamping, c'est quoi? C'est des 2IV qui ont la possibilité de passer en LED, hein. Donc, tout simplement, on va venir shunter le ballast grâce à Mhm. un starter qui va couper l'alimentation et on va pouvoir transformer les appareils en tube ultraviolet classique en lampe LED, tout simplement. Donc, du coup, pour faire un petit retour bref sur des différents sites industriels où j'ai eu la chance de pouvoir Mhm. aller faire des audits et voir l'évolution avec les dispositifs LED qui ont été, on va dire, installés, on a, en termes de taux de capture, vraiment une équivalence avec les LED. De là à dire que ce soit plus performant, non, je pourrais pas vous dire ça au jour Mhm. d'aujourd'hui. Par contre, si on prend les relevés en fait de N-1 ou de N-2, potentiellement, en fonction des espèces, on voit qu'on détermine à peu près les mêmes taux de capture. Donc ça, c'est, on va dire, les premiers retours que je peux vous Mhm. faire. Le deuxième retour sur un site où, dans une même zone, on va avoir du LED et du classique à lampe UV, on s'est même aperçu que dans certaines zones, on avait un meilleur taux de capture sur les LED. Pas sur toutes les espèces, comme vient de vous le dire Olivier. Mhm.
Ça veut dire qu'il n'y a pas eu Mm. des études suffisamment poussées qui ont été données. Par contre, je peux aussi vous donner un retour sur la fabrication et le changement des LED. Au tout démarrage, en fait, donc il y a déjà quelques années en arrière, hein, parce que la LED, ça date pas de 2024, ils nous donnaient en termes de données constructeurs une durée de vie de 3 ans en termes d'efficacité sur les tubes. En fonction des fabricants, certains sont un petit peu revenus et du coup donnent en fait un changement préconisé plutôt de 2 ans pour avoir un taux d'efficacité maximal en Mm. termes de rayonnement, tout simplement. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, les petits retours qu'on peut vous faire entre la différenciation entre les LED et les UV. Mais on n'a malheureusement pas encore suffisamment de recul sur le terrain. Non, oui, oui, effectivement, ils étaient partis sur 3 ans, voire au tout début 5, et ils sont revenus à 2 pour le changement des LED. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'ils sont revenus un petit peu sur leur position. Il y a peut-être quelques soucis voilà, d'efficacité dans le temps quand même. Voilà, mais on gagne un petit peu de confort. On aura les tubes, on les changera que, effectivement, les tubes LED que tous les 2 ans. Pour répondre à la question de Corentin qui nous demande si les 2 IV à LED seront obligatoires dans les prochaines années, la problématique, Corentin, c'est qu'en fait, tu n'arriveras plus à commander tes tubes ultraviolets. Hein, ça veut dire que l'arrêt de la fabrication fera qu'à un moment donné, vous vous retrouverez dans l'impossibilité d'avoir les consommables, tout simplement. Mm. Donc, à un moment donné, malheureusement, vous serez obligé, si vous n'avez pas franchi le cap auparavant, de modifier, on va dire, les 2 IV qui sont installés et en tout cas proposer que du 2 IV à LED parce que vous n'arriverez Ouais. plus à obtenir en fait les consommables. C'est 2027, hein. Et c'est déjà un petit peu tendu parce que les fabricants de tubes ont arrêté. Voilà, ils sont tous tournés vers le LED. C'est pas l'avenir, le tube. Et là, c'est déjà, je pense, cette année, ça commence à être un petit peu compliqué pour s'approvisionner, effectivement, en tubes classiques. Certains ont fait des stocks. Donc, je pense que 2025, ça va être compliqué. 2026, ça va être très, très compliqué. 2027, de toute façon, c'est mort. Donc, un conseil maintenant, Sachant passer que, au LED. Voilà. en sachant que la Oui. date a déjà été repoussée plusieurs fois. Par contre, on peut quand Mm. même vous dire que la plus grosse usine de fabrication en Europe qui était en Allemagne a fermé l'année dernière. Mm. Donc là, il faut, sur les nouveaux parcs, hein, passer au LED, hein, directement, un conseil qu'on vous donne. Et puis, Surtout que là, vous avez les arguments commerciaux pour vos clients, hein. La LED, c'est quoi? C'est du gain de consommation énergétique, hein, tout simplement. Pour vous donner un petit ratio, l'équivalent d'un tube 20 watts en tube UV, on sera en termes de consommation sur une lampe LED à 6,5 watts, hein. ouais. Donc, en de consommation énergétique, on divise par 3. Donc ça, c'est quand même plutôt un bel argument commercial Ouais. pour faire de la vente sur des 2 UV à LED. Entre 3 et 5, hein, ils divisent que, voilà, 3 ou 5 en fonction des LED. Donc, compte tenu de la hausse de l'énergie, c'est pas tout à fait idiot de basculer sur du LED. Sachant que c'est quand même des appareils qui fonctionnent 24 heures sur 24, hein. Donc, ça consomme quand même un petit peu. Oui, alors en pharma et cosmétique, il y a des normes. Cosmétique, j'ai plus le nom en tête. Et puis pharma, c'est FDA, hein, une espèce de norme américaine qui fait un peu foi, hein, donc, et là, ça rigole pas non plus. Voilà. Hein. Federal Drugstore Administration, donc c'est américain, effectivement, avec. Alors, les exigences sont pas clairement écrites, mais oui, beaucoup de traçats et on revient toujours à même, hein, c'est l'essence, hein, lutte intégrée, diagnostic initial avant tout traitement, traçabilité, conseil, voilà. Et si vous faites déjà ça, Après, vous si je serez peux me un peu plus permettre, avancé. Oui. dans le monde de la pharma et cosmétique, vous allez retrouver en fait ce que l'on appelle des salles blanches, tout simplement, hein, que vous connaissez tous. Et Mm. dans une salle blanche, on doit retrouver 0 corps étranger. Bien souvent, en Mm. fait, vous ne pouvez pas aller mettre de dispositif dans ces zones-là. Vous ne pourrez pas y accéder. Oui. Par contre, vous devez être en mesure, en fait, d'être en contrôle maximal, on va dire, de tout ce qui est SAS, tout ce qui est zone qui va donner l'accès à ces salles blanches, tout simplement. Ouais. Et pour répondre à la question de Magali qui disait peut-on convertir du coup des UV en LED, tout va dépendre des marques des appareils que tu as au Mm. catalogue chez toi. Ça veut dire que certains fabricants ont des modèles, en effet, où on va pouvoir faire ce que l'on appelle le relamping. Donc là, on va Rétrofit. t'inviter en fait à, Mm. ouais, ou le rétrofit, hein. Il y a les deux Voilà. termes sont utilisés. Voilà. On va t'inviter à contacter en fait tout simplement ton fournisseur pour savoir en fait les modèles qu'il a au catalogue, s'il y a la possibilité de faire ce rétrofit ou ce relamping. Tous les appareils ne pourront pas être basculés en LED.
Là, il faut se renseigner auprès de ton fournisseur, ouais. Exactement. Et anticiper, hein, faites une étude, hein, il faut checker le parc. Tout simplement, c'est un peu fastidieux. Identifier les DEIV qui sont éligibles au rétrofit. Et puis ceux qui sont un peu vieillots, qui ont 10-15 ans en général, bah, voilà, vous en profitez pour les remplacer par du LED. C'est un coût, malheureusement, mais bon, pas le choix. Là, c'est la réglementation, hein, voilà, les tubes ne sont plus fabriqués parce effectivement il y a des produits on a du mal à recycler. Voilà, dans ces tubes, c'est compliqué. Donc voilà, décision européenne, pas le choix. Là, c'est voilà, là, c'est des raisons écologiques et de préservation de la planète. Donc c'est plutôt un geste sympathique. Et en termes de C'est consommation, il n'y a pas plutôt, photo, hein. C'est au minimum divisé par 3. ouais, Donc, c'est plutôt très éco-responsable, en fait. voilà. Ainsi, tout à fait. Et puis, disiez à vos clients, effectivement, les LED, on les voit moins lumineux, mais nous, ça, c'est la vision humaine, hein. Par définition, les ultraviolets, on les voit pas. Voilà. Mais non, ça marche. Il faut pas D'ailleurs, faire je me une permets de poser surexposition. une question à toutes les personnes qui sont connectées. Comment vous conseillez vos clients et comment vous déterminez en fait le nombre de DEIV qui seraient installés dans une zone? Comment vous procédez? Alors, on vous laisse le temps de nous faire le petit retour. Voilà. Oui, on peut tenir compte de la superficie en fonction de la puissance des Très bien, tubes. Brice. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, il y a deux choses primordiales hein, pour avoir, on va dire, une implantation correcte de DEIV. La première, c'est pouvoir couvrir tout ouvrant qui donnerait sur l'extérieur, qui ferait qu'on aurait un flux d'insectes volants potentiellement qui pénétrerait à l'intérieur Mm. des bâtiments. Et ensuite, en effet, on va prendre en compte tout simplement la superficie que l'on aura à couvrir. Et d'après vous, est-ce que vous avez une idée de savoir comment les modèles sont calculés pour couvrir une telle superficie? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui est pris en compte sur tous les modèles des 2IV? Du coup, bah, qu'est-ce qui détermine la capacité de superficie de l'appareil? Est-ce qu'on vous a déjà expliqué peut-être ou pas? Et on a créé un certi de IV, hein, je rappelle, Jérôme. On est d'accord. Mm. Oui, je suis d'accord, la scène, hein, tu vas retrouver l'information sur la fiche technique de l'appareil, mais est-ce que Mm. tu penses qu'il y a quelque chose qui va déterminer, en fait, en fonction du modèle, pourquoi on aura une superficie de couverture qui sera différenciante peut-être d'un appareil à un autre? Allez, on va vous aider, il y a la réponse plus ou moins hein, dans notre chat. Mm. Ouais. Mais peu importe qu'on soit en appareil Oui. mural ou suspendu, hein, en fait, c'est quoi? C'est la puissance cumulée de vos tubes qui va correspondre Mm. à une superficie de couverture, tout simplement. Si on est sur du Oui. 2 fois 20 watts, si on est sur du 2 fois 40, ben, c'est la puissance cumulée en fait en watts sur l'appareil qui va déterminer une superficie de couverture. Et après, tout va dépendre évidemment du modèle que l'on va mettre, hein. Soit en appareil mural, soit en double face suspendu, pas de souci. Mais voilà, gardez juste en tête, c'est la puissance cumulée en fait des tubes installés qui vont déterminer la superficie de couverture. Oui, après, en fonction de la typologie des bâtiments, ça peut être compliqué, effectivement, hein. C'est pour ça que la visite terrain pour les 2IV, c'est indispensable entre la typologie, les flux de matière, voilà, des portes qui s'ouvrent, les portes de sécurité qui s'ouvrent pas souvent, des rideaux de quai. Ouais, donc ça, c'est vraiment Pour l'étude répondre un peu terrain. plus précisément à Mm. Magali, qui nous dit, bon, compliqué en Ardèche, car bâtiment souvent divisé en multiples petites salles, etc. Bah, je serais tenté de te dire, Magali, tout va dépendre si ces salles ont des accès directs en fait sur l'extérieur ou pas. Est-ce qu'on va Mm. avoir en fait une grosse zone avec une porte principale et puis un couloir qui va desservir différentes salles? Bah, on va protéger, on va dire en priorité, cet accès direct sur l'extérieur. Et en Mm. fonction de la sensibilité des salles, on va peut-être les équiper. Mais voilà, ça va être, on va dire, si on n'a pas d'ouvrant qui donne sur l'extérieur, on couvre déjà en priorité la zone qui va en fait desservir cette zone extérieure.
Et après, potentiellement, en fonction Mm. de l'activité qu'il y a dans les salles, hein, tout simplement. Mm. Imaginez, on va être que en circuit fermé. Ça veut dire que on n'a pas de produit à nu, on n'a pas de matière première en fonction du process de fabrication qui va être à nu. On n'a pas de risque du corps étranger, hein. L'ensemble des matières va passer dans des conduits d'acheminement ou autres. Du coup, Mm. quelque part, on va juste, Mm. on va dire, faire du contrôle, mais on n'aura pas de risque inopiné lié au risque du corps étranger qu'on pourrait retrouver dans le produit final. Donc, on prend en compte, du coup, le process de fabrication du client. S'il n'y a pas de risque, potentiellement, on peut se permettre de ne pas avoir de DEIV dans des zones où, si elles sont très confinées, où on n'a aucun risque de corps étranger, du moment qu'on couvre, on va dire, l'accès principal avec ce qui donne sur l'extérieur, ça pourrait potentiellement être suffisant. Et si on est dans des salles de très petite dimension en termes de superficie, bien Mm. évidemment, vous avez des DEIV qui vont correspondre à des superficies différenciantes. Donc, on mettra le modèle qui correspondra ou qui se rapprochera le plus de la superficie qu'on aura couvert. Super Magali, Bon, je serais tenté parfait. de te dire Bon, good ouais. job. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est déjà 18h35, donc on a déjà un petit peu dépassé. On n'est pas à 5 minutes, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, allez-y, N'hésitez pas. profitez-en. Est-ce qu'il n'y a pas Calliope qui rentre en jeu là, Jérôme? On n'a pas Oui, notre je suis, responsable, monsieur. Peut-être, ouais. Là, faut que je pose et cette puis question après, à. Ouais. on est, attention, tout ce qui est formation biocide ou phyto, on est sur des formations certifiantes. À Mm. l'inverse, en fait, des modules de formation easy, hein, le certi rongeur, le certi 2IV, où on est sur de la formation qualifiante. C'est totalement différent pour le coup. Mm. Hein, donc, biocides et phyto vont être, on va dire, dirigés par les différents ministères, à l'inverse des formations que l'on fait qui sont qualifiantes. Là, il y a aussi toute la différence. Oui, voilà, oui. C'est principalement, effectivement. Les certificats et le biocide, il y a un décret, hein, voilà, qui impose effectivement un renouvellement tous les 5 ans. Ouais, puis il faut rajouter quand même que effectivement ces qualifications sont de plus en plus demandées par le monde de l'agro parce que maintenant les gens de l'agro, de l'industrie sensible Mm. et de la grande distribution, puisque je voyais tout à l'heure Oui, une question sur la grande distrib, sont maintenant au courant que ces formations existent et de plus en plus exigent qu'il y ait des qualifications en plus dans le dossier professionnel des techniciens au-delà du certibiocide, parce que c'est vrai qu'avec un bien certibiocide, sûr. on connaît bien, c'est le début de l'histoire, c'est certainement pas la fin. On ne fait pas grand-chose avec un certibiocide, c'est assez Mm. théorique. Même si on essaie d'y mettre un vrai côté pratique chez EasyPest, ça reste on est quand même guidé par un référentiel qui nous est imposé par les ministères. Et Bien sûr. nous, la différence, vous la ferez en faisant de la formation technique un peu plus poussée. Donc là, pour le monde de l'agro, c'est notamment qualité-sanitation en 2 jours et puis le certi DEIV, si vous voulez aller au bout de vos connaissances Dans les sur marches. Mm. sur ce Voilà. système de monitoring, hein, parce que initialement le DEUV c'est quand même du monitoring et puis de piégeage de masse en fonction des sites, des zones dans lesquelles vous allez les installer. DEUV qui vont vous permettre effectivement de fixer un seuil avec vos clients en fonction des zones. Des seuils sont variables d'une zone à l'autre et puis de voir avec vos DEUV si ces seuils sont respectés. Quoi. De toute façon, il y a aussi souvent les questions qui sont posées par les auditeurs. Ouais, voilà. On a collecté des données avec des systèmes digitaux. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, exploiter les données, c'est pas toujours facile, hein. Dans les analyses de tendance, ouais, ça devient un petit peu compliqué. On nous demande quand même des documents très, très élaborés, très fournis. Voilà, donc c'est pas si simple. Voilà. Donc là-dessus, il y aura sûrement des nouveaux outils qui vont sortir. Parce que je fais quoi? Effectivement, j'ai capturé des mouches, j'en fais quoi de cette donnée? Est-ce que je l'exploite? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une dérive sur le site? Ça peut être simplement des portes mal fermées, des problèmes d'étanchéité de toiture. Donc, c'est essayer de comprendre pourquoi on a une dérive. Donc, les seuils, c'est important. Les outils, c'est important. L'exploitation des données, c'est encore un autre, un autre débat et d'autres compétences, effectivement, pour exploiter ces données. Mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Puis, si je peux me permettre, comme vient de vous le dire Olivier, en fait, des analyses de tendance, c'est pas juste de l'extraction de courbes, de l'extraction de données. C'est en fait un comparatif tout simplement entre l'année écoulée et l'année N-1
pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et en fonction de ce qui s'est passé, donner des explications au client, en fait, tout simplement. Mm. C'est pas juste on extrait des courbes et on envoie ça à notre client. On se doit en fait de faire un constat et recommandation. Pourquoi on a eu une évolution de capture peut-être sur une espèce particulière? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas? Mais voilà, tout ça, ça va générer en Mm. fait des explications. Donc une base documentaire, l'extraction des courbes, ça va être la base de vos données qui vont être étudiées. Ensuite, il va en découler en fait le constat et recommandation par rapport à tout ça. Voilà. Et forcément, peut-être des actions à mettre en place, peut-être des contrats à modifier avec des passages plus réguliers, Mm. peut-être avec des choses à mener par le client. Mais voilà, il y aura vraiment une explication en fait de l'exploitation des datas, tout simplement. Il y a même le groupe Nestlé qui a demandé à ses prestataires, à certains de leurs prestataires, d'anticiper le réchauffement climatique sur le périmètre nuisible. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'ici 3 4 ans, voilà, pour éviter des invasions ou des voilà, donc, rongeurs, insectes. Donc, ouais, il y a même des grands groupes qui s'interrogent sur l'impact de l'effet climatique sur bah, les insectes qu'on va collecter sur le site, en quantité, en espèces. Donc, oui, une réflexion à avoir là-dessus aussi. Donc, on peut nous demander quand même beaucoup de données. Voilà. Merci Jean-Paul de ta remarque. Effectivement, hein, la certification CEPA, c'est aussi un bel outil. On vous engage à, voilà, effectivement, on parle bien de lutte intégrée, de diagnostic, d'analyse des dangers, hein, analyse de risque, et en fonction du risque, eh ben, on met en place un contrat adapté pour minimiser ce risque, hein, tout simplement. C'est plutôt D'ailleurs, bien parmi fait. tous les participants, est-ce que tout le monde connaît la certification CEPA? Peut-être pas. Ou pas. Je pense que certains sont dans la démarche, d'autres, ouais. Ok. La scène, non. Peut-être en quelques mots, Jérôme, définir un petit peu ce que c'est. Oui, bien sûr. En fait, la certification CEPA, ça va être tout simplement un gage de sécurité dans le sens où vous allez avoir de la traçabilité à outrance, de l'appel entrant d'un client ou d'un prospect jusqu'au diagnostic initial qui va être effectué sur le terrain, jusqu'à la prestation et jusqu'à la facturation. Donc, ça veut dire que tout va être checké, hein. Ça veut dire qu'une certification CEPA, c'est lourd à mettre en place, tout simplement. Vous devez avoir des procédures, des modes opératoires, donc ce que l'on appelle un guide Mm. métier, tout simplement. Et tout devrait être tracé, tout devrait être écrit. Et vous devez en fait de respecter ces procédures et modes opératoires, tout simplement. Donc c'est un petit peu fastidieux. Du coup, j'en profite pour vous expliquer, enfin, pour vous dire qu'on crée de Oui, l'accompagnement CEPA, tout simplement, pour vous aider dans la démarche et la mise en place. Parce que ça peut paraître un petit peu fastidieux pour des personnes qui n'auraient pas l'habitude ou qui n'auraient pas la structure suffisante pour avoir toute cette base documentaire à mettre en place. Par contre, pour votre client final, c'est vraiment un gage de sécurité. Il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, les industriels vont pouvoir exiger potentiellement à un oui. PCO d'être certifié CEPA, ne serait-ce que pour répondre à un appel d'offres. Et au jour d'aujourd'hui, ça va Mm. même s'étendre, on va dire, en dehors du domaine industriel. Donc voilà, Ouais, même dans merci vous. même en habitat, hein, on a vu des appels d'offres avec Complètement. cette exigence d'être certifié CEPA. Donc on se doit d'être le plus éco-responsable possible, bien évidemment, d'utiliser, on va dire, l'utilisation de produits biocides qui est en dernier lieu à minima, hein. On le répète encore une fois, tout simplement. Ah, bon, on Oui, regardera après Jean-Paul, que oui, Jean-Paul effectivement, la nous a. CS3D, qui a un rôle Oui, important, qui a changé effectivement, et en effet, pour tous ceux qui étaient d'intitulé, maintenant cotisants c'est de. ProSan. Voilà, Mm. tous ceux qui étaient cotisants de l'ex-CS3D, qui en effet s'appelle Ouais. ProSan aujourd'hui, c'est vrai que pour les cotisants, dans un premier temps, si vous voulez continuer à être adhérent à l'ex-CS3D, il fallait qu'ils soient certifiés CEPA. Donc ça, on va dire, c'était la première des choses. Je pense que la deuxième, qui est pas la moins importante, c'est de pouvoir continuer ou répondre, hein, si ce n'était pas le cas, Mm. à des marchés sur lesquels vous voudriez vous positionner. Donc, voilà, c'est quand même, on va dire, à ne pas prendre à légère. C'est un gage de sécurité pour l'avenir des PCO qui veulent, on va dire, continuer à performer dans le métier, tout simplement. ProSan, oui, il y a le mot pro, professionnel, hein. On a intégré cette notion de professionnalisme. Voilà. Donc c'est tout récent, effectivement, Jean-Paul, c'est il y a un mois, donc c'est tout frais. S'il n'y a pas d'autres questions, là il est déjà
18h45. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Attendez. Ok. Moi, je pense je pense que tu penses, Jérôme, on va s'arrêter là. Bah, écoutez, on a essayé de répondre à toutes vos questions, hein. Et puis, il y aura peut-être d'autres webinaires, hein, dans les mois qui viennent. Vous avez effectivement le programme sur notre site internet EasyPest. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée à Oui, tous et à merci à tous. vous tous. Merci, Jérôme. Hein, à Excellente bientôt. soirée. Merci à toi, Hein, Olivier. Encore désolé et pour le puis, petit bug au démarrage avec mon problème oui, de oui, il n'y a pas de connexion. souci. Et puis, En tout cas, merci on à vous tous les souhaite, participants. voilà, merci à tout le monde. Et puis, un bel été. Voilà, profitons du soleil, voilà, de ces beaux jours. Et puis, à la fois, hein, au prochain webinaire. Prochainement. Merci à tous. Merci à tous.